21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver nombreux pour une autre édition de votre tribune panafricaine sur Info TV. C'est Ourou Africa qui démarre à l'instant. 1h30 d'échanges sur les problématiques africaines, sur les thématiques panafricaines, sur la vision du monde venu d'Afrique. Et ce soir, nous allons marquer une introduction particulière avec les derniers événements qui nous viennent de Libreville, avec ce quasi-plébiscite sur la personne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, alors que beaucoup, justement, ne se faisaient guère d'illusions sur la posture et le rôle, la position de favori de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le score de l'élection qui, justement, fait beaucoup parler sur le continent. Nous allons dire un mot, 90%, c'est beaucoup. Et on va s'interroger jusqu'où peut aller Oligui Nguema. C'est en introduction de ce plateau de Ourou Africa. Nous reviendrons sur d'autres strates et interroger cette fois-là les idéologies des partis politiques. Aujourd'hui, les questions de savoir qu'est-ce qui véritablement fermente toutes ces formations politiques qui essaiment nos pays. On est pour certains à 5-6 mois de l'élection présidentielle comme au Cameroun, mais on peine véritablement à déceler et même à lire sur les idéologies des formations politiques. On a l'impression que c'est plus des rassemblements de circonstances, que c'est plus des accointances, que disent ce sont des affinités qui lient toutes ces personnes. Peut-on parler idéologie lorsque l'on évoque et lorsque l'on envisage les carrières, mais surtout les destinées politiques au sein du continent africain? On en parle ce soir sur Ourou Africa. Mesdames, Messieurs, le menu vous est présenté. Je prends la traditionnelle respiration et je reviens tout de suite après pour nous présenter les personnes, que dis-je, les personnalités qui vont nous accompagner ce soir. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ourou Africa, menu alléchant, problématique importante. C'est l'Afrique qui s'exprime ce soir sur Info TV et vous aurez l'opportunité de dire un mot sur tout ce qui sera dit sur ce plateau via le code d'échange, code d'accès qui va dans quelques minutes s'afficher sur vos écrans. Vous aurez la possibilité que vous soyez justement du côté de Libreville où justement on a eu l'histoire qui s'est mise en marche hier, que vous soyez du côté d'Abidjan, du côté de Yamoussoukro, du côté de Brazzaville, du côté de Yaoundé au Cameroun, du côté de Douala. Ourou Africa, c'est votre tribune qui vous permet de vous exprimer sur ces problématiques et thématiques africaines. Et justement, pour nous accompagner ce soir, je commence par ma droite éloignée avec un journaliste, homme politique aussi, Simon Messengue, habitué et habituel de ce plateau. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs de par le monde, un bonsoir particulier à ces Camerounais qui sont visés par un rapatriement massif du côté des États-Unis. Merci Simon. On aura le temps de revenir sur cette actualité qui ne fait pas du tout rire, mais qui est bel et bien réelle. Une procédure de rapatriement express est envisagée par l'administration Trump contre ces Camerounais, dont la présence jusqu'ici, ou alors désormais ne sera plus justifiée sur le territoire américain. On en reparle sur Info TV. Juste en face de Simon Messengue, nous avons un autre titulaire de Ourou Africa, le docteur Jean-Moïse Mbok. Une fois de plus, c'est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir particulier à Simon Messengue, ça va le surprendre, je le salue particulièrement parce qu'il vient de me tendre une très belle perche. Oui. Les Camerounais qu'on renvoie, c'est du pain béni pour le Cameroun. Parce que c'est de la ressource, ils ont l'expertise, ils ont de l'expérience. Une fois de plus, pour moi, ça va être
du travail. Alors, docteur, le temps que le léger souci technique soit réparé, on va revenir vers vous puisque vous épiloguez sur une problématique très importante. Le temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue à un autre historique de Ouru Africa, Paul Stéphane Menunga. Il est politologue, il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Balga, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et même internautes de Ouru Africa qui nous suivent en ce moment. Et un salut particulier à nos frères du Gabon. Justement, je reste avec vous puisque nous avons une histoire commune avec le Gabon. Paul Stéphane, vous vous souvenez de tous nos tourments, de cette aventure qui nous a amené du président Ali, de la campagne, de justement l'arrivée du président Oligui. Aujourd'hui, premier sentiment? Premier sentiment, c'est j'ai l'impression que c'est comme si Ouru Africa avait fait dans la futurologie, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est tout ce qui avait été dit sur les différents plateaux de Ouru Africa. Oui. Donc maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, on juge le maçon au pied du mur. Oui. On espère que le président de la République, parce que dorénavant il ne sera plus le président de la transition, sera à la hauteur des attentes du peuple gabonais. C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on lui souhaite de tout cœur. Merci, merci Paul Stéphane Menunga. Il n'est pas question de futurologie, mais on peut dire quand même qu'on avait vu venir Dr Jean-Moïse Mbok, la technique me signale que tout est OK. Je vous donne la parole. Vous aviez justement un mot assez pointu sur une situation malheureuse que vivent nos compatriotes du côté du pays de l'oncle Sam. Moi je dirais, d'abord bonsoir à tout le monde, moi je dirais que cette situation n'est pas malheureuse. Elle est une situation heureuse parce que c'est des gens qui, pour ma part, sont allés aux États-Unis, certains pour les études, d'autres pour le travail, de toutes les façons. Ils ont une expertise, ils ont des qualités et des capacités qu'il faudra donc aujourd'hui que l'État du Cameroun pense à utiliser. Donc il faut les accueillir, il faut leur aménager un espace et leur permettre de travailler ici. Ce que Donald Trump fait. Ce n'est pas que pour le Cameroun, il le fait pour d'autres États. Ailleurs, on prend des mesures et des dispositions. Donc oui, je compatis, c'est pas évident, c'est pas facile, certains ne se sont pas préparés avant de rentrer, je suis d'accord. Mais toujours est-il que la vie, est-ce qu'on se prépare vraiment? Il y a des situations qui nous tombent dessus et il faut qu'on puisse les régler. Donc voilà, je sors en saluant effectivement le peuple du Gabon, qui une fois de plus a montré sa maturité et sa grandeur. Et félicitations au président Oligui Nguema. Merci Jean-Moïse Mbok. On reviendra et on dira un mot justement sur cette élection du côté du Gabon. Le temps pour nous d'accueillir notre quatrième invité ce soir. Lui, c'est un politicien accompli, à l'expérience reconnue, un leader de formation politique, une certaine présence sur l'espace politique au Cameroun aussi. Le docteur Pierre Balogun-Nkot, panafricaniste, UPCiste, secrétaire général de l'UPC, nous fait l'honneur, mais surtout l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Stéphane. Je suis très heureux d'être avec les jeunes compatriotes dans un même plateau. Et ça me fait plaisir, qui ont l'âge de mes fils. Je crois que c'est ça le Cameroun de demain. Et l'UPC, vous savez, c'est l'esprit. Oui. Jeunes, et ça a été construit par les jeunes. Merci, docteur Pierre Balogun-Nkot, pour la présence ce soir. C'est vrai que beaucoup, lorsque nous avons annoncé votre présence sur ce plateau, m'assaillent des questions, mais moi je ne vais pas répondre à votre place. Je vais tout juste vous demander quelles sont les dernières actualités du côté de l'UPC. Eh bien, on est en rythme avec l'élection présidentielle. Oui. Il n'y a rien à faire maintenant. Je crois que la convocation du corps électoral, c'est dans moins de 2 mois, c'est ça, non? Si c'est en juin, oui. C'est que nous sommes maintenant en avril, il reste avril-mai, et puis tout va se déclencher. À partir du moment où on a convoqué le corps électoral, en réalité, tout doit s'arrêter. Et nous entrons au rythme de l'élection présidentielle. Je crois que pour les gens qui sont là, ils doivent tout bien faire. Il leur reste seulement 2 mois. Ils doivent utiliser ces 2 mois. Bon, maintenant, pour l'Union des populations du Cameroun,
c'est exactement ce qu'on fait, c'est que nous accompagnons le candidat que nous avons choisi. Il y a la gesticulation de gauche à droite, je crois que vous allez revenir sur ça. Oui, on va revenir dessus, on vous donne la parole pour essayer d'éclairer l'opinion de ceux qui pourraient être dans la confusion par rapport à tout ce qui se dit et à tout ce qui est écrit. Justement, il y a toute une bulle qui est créée avec des candidatures qui sont reconnues ici, qui sont dédites par là, qui sont achevées ici, inachevées par là. Alors vous, justement, vous dites que vous avez choisi, vous accompagnez un candidat. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour stopper toutes les polémiques? Eh bien, vous avez dit sont les polémiques. Et moi, je m'en fiche de ça, complètement. Parce que ce que nous voulons, c'est le changement dans ce pays. Et quand vous voulez le changement, vous allez vers vous choisissez un chemin pour atteindre cet objectif. Et la méthodologie, le choix, c'est de l'UPC, c'est d'être dans une coalition. Oui. Et dans cette coalition, que le comité directeur, le vrai comité directeur de l'Union des populations nous a instruit, c'est la coalition qu'on appelle aujourd'hui l'UPR, l'Union pour la reconstruction du Cameroun, oui. Et qui a choisi pour candidat Akérémie Moula. Mais dites-vous bien, pour mettre Akérémie Moula, dites-vous bien que sans l'UPC, il n'y aurait jamais un Cameroun bilingue. Oui. C'est l'orientation qui a primé pour l'UPC pour changer Akérémie Moula. Il y a ça entre autres. Oui. Parce que si et ses collègues n'avaient pas posé le problème de réunification, ils seraient déjà au Nigeria. Parce que leurs parents étaient des ministres là-bas au Nigeria et tout. Partout où on n'a pas posé ce genre de problème, les gens, il n'y a pas eu de république bilingue. Et donc, nous avons choisi Akérémie par sa compétence. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ça, c'est un avocat international et qui lutte contre la corruption, Transparency International depuis très longtemps. Vous savez que quand vous ramenez tout ça, et un gars d'une certaine expérience, parce qu'actuellement, là où nous sommes là, il faut que les gens d'un certain âge balayent la maison pour vous laisser la place, pour continuer. Parce que les complications qui sont là aujourd'hui, il faut les dénouer. Avec ce cœur d'électorat qu'il y a là maintenant, c'est très difficile aux jeunes de se battre avec ça. Donc il faut balayer la maison, on vous laisse. Après 4 ans, vous choisissez quelqu'un qui est bien choisi et capable. Maintenant là, c'est un problème d'arracher le pouvoir. Merci. Oui. Avec votre permission, hein, le docteur a beau dire que c'est pas une situation qui le préoccupe, mais nous de la société civile, on est quand même en face. Et il y a des gens qui se posaient des questions, certains veulent voter l'UPC. Aujourd'hui, quel est le service de communication qui est le vôtre? On doit écouter qui? Parce que forcément, il faut communiquer. Et on a bien vu, Stéphane nous rappelait, des communications avec même un candidat qui aurait été désigné et ainsi de suite. Il faut donc se fier à quel service de communication aujourd'hui, parlant de l'UPC? Eh bien, vous dites communication, on est dans un plateau. Oui. Okay. On est dans un plateau. Le voix autorisé, la voix autorisée. Et je ne sais pas si je peux répondre à sa question. Allez-y. Alors, donc, mon cher, le problème c'est que, et je vous ai dit ça la première fois ici, qu'on a laissé tous les partis nationalistes et panafricanistes ont été combattus par les colons. Et en partant, ils ont laissé les consignes qu'on doit les déranger. En réalité, ils ont même sont partis jusqu'à dire qu'ils ne doivent jamais accéder au pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas eux qui votent, c'est les populations. Donc ces choses-là, vous voyez tout le temps là, il y a la main de l'administration, on fait ceci, on nomme les gens par ici, il y a des trucs, on prend les gens, on les amène dans un ministère, ils portent le rouge, on dit que bon, ceci, ils vont supporter les RDPC. Après, quelques semaines après, il y a un candidat qui sort là-bas, 2 semaines après, un autre candidat qui sort là-bas. Pourquoi on ne fait pas ça dans d'autres partis politiques? Mais, en réalité, c'est le désordre administratif. Ils ont amené ce désordre administratif. Vous voyez ce qui se passe à la FECAFOOT, ce qui se passe dans les églises,
il y a toujours 2 modérateurs, 2 SG, deux équipes nationales. Donc c'est ce désordre qu'il faut, c'est pour cela que nous sommes là, pour combattre. Donc ce que vous devez suivre, c'est le secrétaire général qui est légitime et légal. Et c'est qui? C'est moi voilà. qui je suis devant vous. C'est le docteur Balé-Geloncourt qui a été élu. Là, on ne se proclame pas secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Ceux qui viennent faire ces désordres, ils savent pourquoi. Ils ne sont même pas, ils sont eux-mêmes, ils savent que ces candidatures ne vont pas prospérer. Et ils ne veulent pas entrer dans une alliance de partis politiques pour avoir le changement de ce pays. Au contraire, ces gestes veulent perpétuer le régime en place. Merci, merci Pierre Balé-Geloncourt. C'est vrai que ce n'était qu'une introduction, mais qui nous permet d'avoir justement le feeling de l'Union des populations du Cameroun. Simon Messengue voulait dire en 30 secondes. Oui, moi je ne vais pas entrer dans le juridisme, mais je voulais quand même me poser la question sur le choix de l'UPC, qui est l'un des partis historiques de ce pays, derrière Maître Akeré Mouna, qui a été, je crois, dernière élection présidentielle de 2018. Il a même, au dernier moment, voulu se rallier avec ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes 7 ans plus tard. Pour un parti qui a une histoire assez profonde, on se poserait beaucoup de questions. Merci, merci. On va laisser les questions de côté pour aller du côté du Gabon, si nous sommes en harmonie avec notre réalisation. Tout d'abord, on va prendre la vie commune sur justement ce qui s'est passé du côté du Gabon. Paul Stéphane, vous avez abondamment commenté et suivi cette actualité. Est-ce que on peut dire mission accomplie pour désormais président de transition Oligui, qui aujourd'hui a une autre casquette, celle du président de la République. Vous l'avez d'ailleurs précisé. Oui, il faut simplement dire que c'était prévisible. Oui. Parce que le général, ou alors l'ancien général, qui est aujourd'hui le président de la République du Gabon, bénéficiait déjà d'un avantage, celui d'avoir mis un terme au régime Bongo, ou alors à la dynastie Bongo. Et à cause de ça, ça lui donnait un certain charisme aux yeux des Gabonais. Et durant sa transition, il faut quand même reconnaître que, même si elle n'a pas été parfaite, il a posé des actes qui ont donné espoir au peuple gabonais, qui ont amené le peuple gabonais à penser qu'il serait l'homme de la situation. Et maintenant qu'il est élu, j'ai envie de dire que on aura donc le temps de juger le président de la transition, le président de la République du Gabon. C'est vrai qu'on était déjà habitué à la transition. On aura donc le temps de juger l'homme, parce qu'on juge dans le temps et dans l'espace. C'est vrai qu'il a un projet de société qui est quand même intéressant, parce que quand vous lisez son projet de société, il veut justement amener le Gabon à sortir de la dépendance du pétrole. Et moi, c'est cette partie qui m'intéresse. J'ai envie de voir comment il sera capable justement d'amener le Gabon à être un pays qui, sur le plan économique, ne dépend pas uniquement du pétrole. Parce que je vais vous rappeler ici que le pétrole au Gabon représente 25% du PIB, 110% des exportations. Donc vous voyez que c'est une économie qui est fortement dépendante du pétrole. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a le baril baisse sur le marché, le Gabon subit. Quand le baril augmente, les Gabonais sont j'ai envie de dire, dans l'allégresse. Donc, il a donc envie de faire en sorte que le Gabon ne soit plus une économie qui dépend uniquement du pétrole. Et moi, c'est à ce niveau que je l'attends, parce que ça semble très pertinent. Parce que ce ne sera pas seulement intéressant pour le Gabon, mais pour toute la CEMAC. Parce que s'il arrive à le faire, c'est aussi le Cameroun qui va en bénéficier, c'est la Guinée équatoriale qui va en bénéficier, c'est la Centrafrique qui va en bénéficier. Parce que moi, je réfléchis dorénavant dans une approche communautaire, parce que c'est l'union qui fait la force. Merci Paul Stéphane. On va prendre l'avis du SG sur le plateau. Alors, les nouvelles qui nous viennent du Gabon nous font savoir que désormais, il y a un nouveau leadership. Le président Oligui est aux affaires. Comment est-ce que vous, en tant que leader politique, accueillez cette arrivée? Bon, écoutez, moi, à un certain moment dans la conception de la vie politique et des élections était que à partir du moment où quelqu'un a plus de 70%, ça me semblait bizarre. Mais dans le cas actuel,
d'Oligui Nguema. On devait s'attendre à ça. Il a 90%. Il a 90%. Et il a dit, et c'est très vrai, parce qu'il a libéré le Gabon. Le Gabon était en prison? Oui, presque. Presque. Mais en fait, c'est ça. Parce que moi, j'écoute Gabon 24 chaque jour. Chaque jour, au moins 1 à 2 heures de temps. Alors, donc, la première chose, c'est que il est arrivé d'un système, bon, d'un système familial qui a été là. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est que pendant ces 2 ans qu'il a fait au pouvoir, je pense. Oui, dans la transition. Dans la transition, il a montré qu'il peut faire le développement du Gabon. J'ai entendu des femmes parler, témoigner de gauche à droite. Donc, c'est pas une idée. Et la troisième chose, c'est que peut-être, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tribus là-bas et que les autres paramètres qui frustrent la démocratie, c'est-à-dire le tribalisme par exemple, n'ont pas trop... Alors, je reste avec vous, docteur. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, aujourd'hui, le président Oligui est président de la République, mais la démarche qu'il amène au pouvoir, est-ce que ça ne vous a pas heurté? Genre, il y a eu un coup d'État et que tout de suite, il a été adoubé par les chefs d'État de la sous-région et qu'il ait vendu son coup d'État, qu'il ait amené, lui-même il a présenté la nécessité qu'il y avait à faire ce coup d'État. Est-ce que ça ne vous a pas interpellé à un moment et justement amené à réfléchir si ce Gabon-là, comme on a eu écho, est-ce que ces exemples-là seraient positifs pour la sous-région? Écoutez, les anciens coups d'État étaient avec le sang. Oui. Mais ce coup d'État, je ne sais pas. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Ils appellent ça un coup d'État technique. C'est un coup d'État technique. Une révolution de palais. Voilà. Donc en réalité, quand ça sonnait coup d'État à notre époque, là, c'était avec fusion de sang, avec brutalité et tout ça. Mais ça, là, il n'y a pas la violence. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Justement, et là encore plus, il interpelle encore plus le politique. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de la classe politique gabonaise qui, justement, ne sera pas parvenue à convaincre le peuple qu'il était temps du changement, puisqu'on a vu les résultats nous parlent. Le président Oligui à 90%, Alain Claude Bilibinze, l'ex-premier ministre, je crois, Caracol à 3%, lui qui est un politique de formation, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et d'interpeller la classe politique gabonaise? Non, mais j'ai dit, je continue à dire, et il l'a dit, ça veut dire que les gens étaient dans un emprisonnement politique. Oui. Il y avait une démocratie de nom. Quelqu'un les libère, il sort de là. Jusqu'alors, il a beau être président, il a beau être le président de la République en tant que tel, mais il est en train de faire une transition vers une vraie démocratie. Oui. C'est pour cela qu'on l'a choisi. Et en même temps, dites-vous bien que la politique, c'est d'abord pour développer le pays. Oui. Dès que quelqu'un vient là, il vous montre qu'il peut développer votre pays. Tout ce que vous racontez là, et vous faites la théorie de la politique, est-ce qu'il a été ceci, est-ce que c'est propre la démarche pour arriver au niveau de la présidence. Ça n'intéresse pas les gens qui sont les électeurs. Oui. C'est aujourd'hui, si les gens savent que si je vote tel type, quand on fait le concours, mon enfant, s'il est brillant, il va passer, il va te voter. Et ça, quelle que soit la tribu. Oui. Quelle que soit la tribu. Si c'est qu'il peut manger, il peut envoyer ses enfants à l'école, il peut boire sa petite bière, il peut se soigner. Même si vous êtes son frère de même ventre, il ne va pas vous voter. Et c'est ce qui se passe au Gabon parce que quand il prend la transition, il montre aux gens qu'il peut changer les choses et leur vie et leur bien-être. Merci Pierre Balgankot. Simon Messengue, l'histoire semble être en marche du côté de Libreville. On a vu une horde de Gabonais crier leur joie lorsque les résultats ont été proclamés. What next? Jusqu'où peut aller Oligui? Vous savez, moi j'ai souvent vu ça dans tous les pays. Hein. On crie la joie de quelqu'un qui a gagné. Est-ce que ça a donné plus d'argent ou plus de nourriture? Non, mais je crois que c'est l'euphorie des élections, ça ne constitue rien en tout état de choses. Nous devons dire une chose, c'est que ces élections, le résultat était prévisible. C'était prévisible, pourquoi? Parce que Oligui détenait seul le calendrier électoral.
savez très bien que la transition devait finir en août 2025. Oui. Mais c'est plutôt en avril que les élections ont eu lieu. Quand vous maîtrisez seul le calendrier politique, et vous allez aux élections avec ceux-là qui ont la face attachée, vous vous attendez à quoi? Première des choses. Deuxième des choses, j'ai entendu ici que le Gabon a été libéré. Le Gabon n'était pas emprisonné. Aucunement pas. Le Gabon était un État démocratique. Et donc, dire aujourd'hui que le Gabon, on appelle ça la théorie des vainqueurs. Oui. C'est ça le truc. Première des choses, c'est que c'est un coup d'État. Donc un putsch qu'aucune constitution ne valide. Et les chefs d'État, là, c'est maintenant pas adoubé. L'État du Gabon est indépendant. C'est ça le problème. Ils ont pris acte. Ils n'ont pas adoubé. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut juste dire que la responsabilité revient au peuple gabonais. Mais nous, on a pris acte. Que disent les textes de la CEMAC? Non, ils ont pris acte. Et vous avez vu que une question. La CEMAC a condamné Oui. l'État. Ils ont pris acte que, ok, la responsabilité est celle du peuple gabonais. Le Gabon est arrivé jusqu'aux élections. Nous devons être conscients de cela. Maintenant, sur le plan économique, Oui. la transition a créé quelque chose de dramatique au Gabon. Nous avons vu on appelle ça comment, le sommet extraordinaire de Yaoundé de décembre dernier. C'est le Gabon et le Congo-Brazzaville qui amène à ce sommet-là. Le Gabon avait pratiquement un déficit de 1000 milliards. Mais il ne faut pas dire que ça a été quelque chose de bien. Donc, nous disons aujourd'hui que le président de transition hier est devenu président du Gabon. Il y a fort à faire. Sortir de l'euphorie de ceci, ainsi de suite, il y a fort à faire. Sur le plan politique, il faut d'abord restituer la valeur de l'homme politique. Parce que jusqu'ici, on sait qu'au Gabon, on peut prendre les armes, on fait un coup d'État et après on devient président normalement, ainsi de suite. Parce que dans la conscience collective, vous êtes venu comment du pouvoir? Or, dans les pays, on va vous dire que c'est l'homme politique qui accède au pouvoir, le militaire fait ceci. Donc il faut d'abord détruire cette façon de voir. Première des choses. Deuxième des choses, il faut reconstruire des institutions qui ont été détruites par le coup d'État. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, il faut effectivement continuer. Parce qu'il est en train de continuer ce que Ali Bongo faisait. Puisque Ali Bongo était même allé un peu plus loin. Vous savez très bien qu'Ali Bongo a lancé un projet agricole sur le plan du palmier à huile, où il était déjà un exportateur. Le Gabon était exportateur de palmier à huile. On avait déjà commencé à diversifier l'économie gabonaise. Parce que l'économie gabonaise était effectivement, jusqu'ici, bon, elle est même rentrée dans le même sillage, avec un produit unique d'exportation qu'on a, ou du moins un produit sur lequel l'économie a adossé, qui est le pétrole. Pratiquement 80% de son budget annuel est toujours adossé sur le pétrole. Il faut le dire, c'est que au Lingui, on attend sur ce prisme-là. Les gens ont beau dire, parce que les Gabonais vont ressentir un certain nombre de choses depuis, parce que le pétrole a rechuté. Vous le savez très bien, on est à 60 dollars le baril. Donc, si on est en train de faire l'euphorie maintenant, la réalité peut nous rattraper. Ce que moi je ne souhaite pas, bien évidemment, ce que je ne souhaite pas, le président de la République, Oligui Nguema, est désormais aux affaires. Il aura donc la responsabilité, plus celle qu'elle avait avant, mais celle du garant de tout. Et donc, tout ce que nous lui souhaitons maintenant, c'est justement de reconstruire, de concilier les Gabonais afin que le Gabon sorte de cet arbitraire pour devenir un État démocratique comme il était avant le putsch. Merci Simon Messengue. Jean-Moïse Mbok, redevenir un État comme avant le putsch. Peut-être pour Simon, l'histoire ne tourne pas. Bon, moi je vais commencer déjà par rendre justice aux relations dans la CEMAC, parce que nous sommes un vase communicant. Oui. Quand il y a eu le coup d'État, la CEMAC n'a pas fait que prendre acte, parce que souvenez-vous quand même que le président Touadéra a été
dépêché au Gabon comme le médiateur de la CEMAC. Vous vous souvenez de cela? Oui. Avec certains responsables de l'Union africaine. Et ce qui ressort de ces échanges, c'est que le président aujourd'hui, Oligui, transition hier, a expliqué les raisons de ce coup de force. Motivation. Et la première raison était les falsifications des signatures. On se trouvait dans un pays où on avait un chef d'État qui ne pouvait plus signer parce qu'il était malade et il était paralysé. Oui. Et il y a même eu une interview d'un média concurrent français qui est venu poser des questions au chef, à M. Oligui pour dire, mais écoutez, pourquoi vous arrêtez Sylvia? Et il a expliqué. Et ils ont insisté sur la question. Il a dit, écoutez, on a une justice dans ce pays et la justice a toutes les preuves de ce faux et usage de faux. C'est pour ça qu'elle est arrêtée. Donc, M. Oligui a pris la peine d'expliquer déjà au chef, en fait, aux représentants de la CEMAC, oui, à ceux de l'Union africaine, pourquoi ce coup a été perpétré. Et il est donc après aller vers ses pairs, parce que c'est ce qui est logique, c'est que j'ai fait ce que j'ai fait, j'assume ce que j'ai fait, on est un État indépendant, tout ce que vous voulez, mais nous sommes en relation dans la sous-région, je ne peux pas rester dans mon coin. Mais est-ce qu'il y a une contradiction dans la CEMAC lorsque l'on sait la position textuelle, institutionnelle de la CEMAC quant au coup d'État, qu'il soit aussi vite accepté par ses pairs de la sous-région? Est-ce que la CEMAC a sacrifié justement ses intérêts sur l'autel de la réelle politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la CEMAC a sacrifié ses intérêts. Non. Il y a eu un cas de force majeure. On nous souhaite cette situation à personne, même à nos pires ennemis. C'est cette maladie qui a attaqué le président Ali Bongo, oui, et qui l'a invalidé, qui l'a rendu pratiquement incapable de gouverner. Et vous vous souvenez que la dernière fois je parlais ici de sa présence dans les sommets internationaux qui n'était pas très reluisant pour le Gabon. C'était devenu difficile et pénible de le voir se mouvoir et représenter son pays. Bref, si la CEMAC ne s'est pas agitée plus que ça, je crois que c'est parce que le mandataire qui est allé s'enquérir de la situation a eu suffisamment d'éléments pour l'expliquer aux autres présidents. Dernière question, oui. Jean-Maurice Mbok, on sort. Pourquoi, au moment où justement il a eu les leviers en main, il n'a pas remis le pouvoir aux civils comme justement c'était initialement prévu? Comme c'était initialement prévu, première chose, les indépendances, la souveraineté, le panafricanisme passent par la rupture. Oui. Et vous n'allez jamais l'empêcher. C'est-à-dire qu'à vouloir venir présenter une démocratie qui ne sied pas avec notre façon de fonctionner, qui n'apporte rien à nos populations, une démocratie... Non, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Nous sommes dans un cas où le Gabon a pendant 60 ans été dirigé par des hommes politiques. Parce que je donne du voir le président Ali Bongo, mais il ne dirigeait pas seul. Il y avait des coalitions qui l'accompagnaient dans cette direction. C'est comme aujourd'hui, mais bien sûr, c'est comme aujourd'hui, on dit le RDP se dirige. Il n'est pas seul. Le RDP se dirige avec ses partenaires. Donc aujourd'hui, la rupture que l'AES a montrée est une rupture réelle. Parce que la rupture, où, comme le Dr Balaguer le disait, la démocratie, c'est pour le bien des populations. C'est pour qu'elles puissent s'en sortir, qu'elles puissent se développer. Alors, on est dans un contexte aujourd'hui où le Gabon a choisi la rupture. Certainement, le président Oligui a dû poser des questions, faire une sorte de sondage et s'est rendu compte qu'il était à même de mener ce bateau. Je sors en disant ceci, et moi c'est ce qui m'a particulièrement intéressé. Lors d'une interview, le président Oligui a dit « Je n'ai pas d'adversaire politique ». Parce que justement, l'adversaire politique c'est le temps d'une campagne. Mes vrais adversaires c'est le développement du Gabon. Les ennemis du développement du Gabon. Oui. Mon vrai adversaire, c'est le problème d'eau, c'est le problème de l'électricité, c'est la grande question du développement. Et ça, franchement, il faut que tous les chefs d'État de la CEMAC l'intègrent. Cet épouvantail, c'est normal, cet épouvantail, Stéphane, cet épouvantail de démocratie sans fondement qu'on essaye d'imposer à l'Afrique, sans que l'Afrique n'ait son mot à dire, ne peut plus marcher. Et je pense que
on ne peut pas se permettre d'être aveugle et de ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on amende. Aujourd'hui, ça s'est passé au Gabon. Toute la CEMAC doit s'amender dans son rapport avec les populations, dans son rapport avec le réel développement, dans son rapport avec la pertinence même des hommes politiques. Parce que dites tout ce que vous voulez dire, on se pose quand même des questions. Il y a des questions à se poser. Je suis d'accord avec vous, Jean-Louis. Il faut se poser des véritables questions. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas eu les faveurs des Gabonais. Très bien. Aujourd'hui, la démocratie, elle est faite pourquoi? Est-ce que c'est pour enrichir des hommes ou c'est pour développer une nation? C'est les questions qu'il faut qu'on se pose. Merci. Et quand on va se poser ces questions-là, on va pouvoir avoir des véritables réponses sans essayer d'avoir des partis pris. Merci. Il nous a suivis depuis quelques minutes déjà, sans dire un mot. Il nous a rejoint aussi quelques instants déjà. Timothée Somba, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous ne venez pas de Libreville, puisque vous avez une belle tenue africaine. Je sors d'une importante réunion stratégique. Bonsoir à mes copanélistes, mes sincères excuses à nos millions de téléspectateurs. Mon retard est indépendant de ma volonté. Alors, mais mon bonheur est heureux d'avoir rejoint le panel. Merci Timothée, on vous comprend. Alors, nous sommes en train d'épiloguer sur cette victoire quasi soviétique du président Oligui, 90%, rien ou que des miettes pour ses adversaires. Comment est-ce que vous, en tant qu'observateur des dynamiques sociales et journaliste, regardez ces signes qui nous viennent de Libreville? Oui, je ne suis pas surpris. C'est d'ailleurs, nous avons d'abord tenu des discours quasi prémonitoires sur ce plateau, en prenant pour référence l'engouement manifesté par les populations à l'occasion du référendum constitutionnel. C'était un engouement appréciable à un niveau dual. D'abord, le taux de participation qui était élevé et le plébiscite au projet proposé par, à l'époque, le général Oligui Nguema. Donc, c'était une suite logique, surtout au vu de tout, entre guillemets, les prouesses en termes de développement qu'il a réalisé dans un laps de temps vraiment très court. C'est ce qui fait que le chorus qui a été le sien, le chorus dont il a bénéficié, était un chorus autant pour moi contextuel, lié au fait qu'il a trouvé les Gabonais dans une situation, entre guillemets, de paupérisation avancée, dans une situation où les projets de développement avaient été mis en parenthèse au bénéfice d'une ultra-jouissance d'une certaine minorité gouvernante. Alors, dans ces cas, l'offre de développement transcende les questions juridiques, les questions d'éthique, de démocratie et autres, parce qu'il a trouvé des Gabonais, entre guillemets, qui avaient faim. Et il leur a donné à manger rapidement. C'est peut-être après l'élection qui a eu lieu le 12 que les Gabonais vont donc commencer à penser les questions d'éthique démocratique, les questions de score soviétique. On voit juste un peuple qui a couru vers son messie. Maintenant, est-ce qu'on doit rester dans la logique messianique de la gestion du pouvoir? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que non. Si nous avons opté pour la démocratie, c'est parce qu'on se dit qu'on peut gérer, bien gérer pendant un moment et penser aux générations futures. Donc, Oligui Nguema, aujourd'hui, a 20 sur 20. Les Gabonais viennent de lui donner 20 sur 20, mais il ne doit pas dormir sur ses lauriers parce que son vrai travail commence, celui de civiliser les mœurs. Oligui Nguema vient de proposer une nouvelle ère aux Gabonais. Il doit donc tenir la promesse de la nouvelle ère. Je vais sortir en disant, parce que chaque dirigeant qui arrive se heurte à deux types d'urgences. Il y a les urgences conjoncturelles, la faim, relancer les concours, distribuer les taxis, il a réussi. Maintenant, il y a des urgences structurelles qui se cristallisent autour de la nécessité des réformes. C'est donc la capacité à réformer le Gabon pour que ce qui s'est passé avec Ali Bongo n'arrive plus jamais, qui doit désormais constituer son véritable champ de bataille. Merci Timothée Somba. On va donc dire félicitations
tout d'abord au tout nouveau président gabonais, le président Oligui Nguema, Brice Clotaire de ses prénoms. Et on va dire, pour conclure sur le mot de Timothée, que le président Oligui est désormais donc attendu au pied du mur. Exact. Et tous ici, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance, puisque nous sommes évidemment frères voisins, puisque faisant partie de la CEMAC. Lorsque je l'ai dit, je prends une transition. Retour sur le plateau de Ouru Africa, bien loin de Libreville, nous portons nos regards sur tout le continent. Nous parlons dès à présent des partis politiques, des formations politiques, mais surtout questionnons les idéologies qui sont proposées. Est-ce que ces idéologies-là sont véritablement visibles? Est-ce qu'elles meublent et irriguent justement l'action de leaders politiques? Lorsque l'on voit la qualité de l'offre politique qui est justement proposée sur les pays, sur le continent africain. Paul-Stéphane Menunga, alors beaucoup supputent souvent sur le vrai contenu du mot idéologie. Qu'est-ce qu'une idéologie et comment est-ce qu'elle peut meubler ou alors mouler justement le cadre des déploiements d'une formation politique? Déjà, je veux commencer par dire que chaque idéologie est fille de son temps. Et l'idéologie, en réalité, c'est un ensemble d'idées, de croyances, de doctrines qui correspond à une époque. Et généralement, quand on rattache ça au parti politique, ça veut dire que c'est un ensemble de doctrines d'un parti politique, de visions d'un parti politique, que le parti politique propose, j'ai envie de dire, à la société par rapport aux mots qui minent la société. Parce que l'idéologie, comme je l'ai dit au départ, est contextuelle. Ça veut dire que l'idéologie d'hier n'est pas forcément adaptable à la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand on convoque le cas de l'UPC 48, c'est comme ça que moi j'aime appeler la vraie UPC. Originelle. Oui, quand on convoque le cas de l'UPC 48, vous allez vous rendre compte qu'à cette époque-là, son idéologie, c'était le nationalisme ou alors l'anticolonialisme. Donc, autour de cette idéologie, on structure dans une vision sociétale qui va permettre à ce que cette idéologie-là se réalise. Et quand vous observez les partis politiques africains et même du Cameroun aujourd'hui, j'ai l'impression que leur idéologie ne correspond pas aux problèmes actuels, et même ponctuels, parce que la plupart des pays africains, surtout d'Afrique noire francophone, souffrent de ce que j'appelle le néocolonialisme. Et on a l'impression que nos partis politiques ont plutôt des idéologies des États indépendants, alors que nous ne sommes pas indépendants. Parce que quand quelqu'un a une idéologie où il te parle du socialisme progressiste, tu as envie de lui demander qu'on est d'abord indépendant pour parler du socialisme. C'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un te dit que son idéologie, c'est le socialisme progressiste. Donc pour lui, ça veut dire que le Cameroun est déjà un État indépendant, un État qui jouit pleinement de sa souveraineté sur le plan politique, économique, culturel et j'en passe. Et là, il te dit que non, moi je suis socialiste progressiste. Et tu as envie de lui demander que le socialisme progressiste même, c'est quoi? En réalité, la seule idéologie que les partis politiques devraient avoir en Afrique, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, c'est l'anticolonialisme. Jusqu'à présent, nous nous battons contre le colon qui a transformé la colonisation en néocolonisation. Merci Paul-Stéphane pour justement ce balisage qui nous permet de nous tourner vers monsieur le SG qui est parmi nous. Alors, l'UPC, Paul-Stéphane aime bien citer l'UPC 48, formule 48, il a donné, ou alors présenté l'idéologie qui était celle-là à cette époque. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous observez justement le déploiement des acteurs, même au sein de votre formation politique, est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours fidèles
à l'idéologie pensée par les pères fondateurs de l'UPC? Bon, je voulais d'abord dire que il faut avoir du respect pour les gens qui ont, malgré toutes les brimades et tout ce qui a été fait, accepté d'être toujours dans l'union des populations du Cameroun. Oui. Nous venons de fêter le 77e anniversaire. Beaucoup de partis qui ont été créés à cette époque ont disparu de la scène. Je crois que c'est même le seul, je crois, qui est toujours... Lorsqu'on est dans un plateau comme ça, là, pour que les gens sachent que sans avoir gagné quelque chose, mais avoir peut-être tout perdu, nous autres, nous sommes là-dedans. Oui. Parce qu'on respecte ce qui s'est passé avant. Dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que on fait la politique pour le développement et le bien-être des populations. Oui. Et derrière ça, on met une idéologie. Bon. Ceux qui sont les Européens, ils ont mis... Est-ce qu'il y a des gens qui doivent être en haut pour tirer les autres? Ils appellent ça le capitalisme. Ou bien on monte ensemble. Ils appellent ça le communisme. Et au centre, il y a des choses. C'est ce qu'ils ont appelé ça l'idéologie. Dans le cas d'espèce de l'Union des populations du Cameroun, on s'est rendu compte que le colonialisme est allé de pair avec le racisme. Oui. Et donc, les Blancs n'avaient pas beaucoup de respect pour les Noirs qu'ils colonisaient en Afrique, malgré le fait qu'à un certain moment, les gens sont allés en Europe, ils fréquentaient les mêmes écoles et avaient les mêmes degrés d'intelligence. Et on s'est posé donc la question que, mais pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas gérer nos choses en paix? Et c'est ça la naissance du nationalisme. Ça ne voulait pas dire que, comme un ambassadeur m'a dit que c'est vous qui avez commencé à nous chasser en Afrique. Il m'a dit ça comme ça. Bon, alors le problème était que on respectait d'abord la valeur humaine et de nègres que nous sommes, qui d'ailleurs en Europe avaient des bonnes notes dans les classes plus que leur père. Donc, si vous dites aujourd'hui que, mais entre-temps, on n'a pas voulu que ça progresse. Oui. Et le combat contre l'Union des populations du Cameroun était justement le fait que on ne doit pas continuer et perpétuer parce que ça dérangeait les échanges internationaux et tout ça là. Et on revient aujourd'hui, et j'ai dit ça plusieurs fois chaque fois que je viens ici, c'est que nous sommes là toujours aujourd'hui à faire des importations, à porter des beaux costumes comme vous les avez comme les Européens, et ils veulent ça pour qu'on ne réfléchisse pas. On fait les écoles, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a tout ça là, mais on ne peut pas faire ce que vous faites en tant que journaliste. Mais si vous allez, c'est un ingénieur maintenant, dès qu'ils arrivent à un certain moment, il a le diplôme, il fait tout. Il commence peut-être à faire l'informatique ou autre chose, la gestion, un ingénieur de travaux publics et tout ça. Et quand vous allez rencontrer des gens ici, des Chinois, des Américains qui font les routes et tout ça. Et donc c'est pour cela qu'on disait que non, nous pouvons nous développer nous-mêmes. Maintenant, vous demandez, est-ce que ça reste aussi dans la tête des Camerounais? C'est pour cela qu'on dit l'âme mortelle du peuple camerounais. On fait tout. Les combats de l'UPC en termes d'idéologie sont toujours actuels? Ben, bien sûr. Vous dites à un certain moment, c'est pour cela qu'à un certain moment, les gens ont refusé que l'indépendance telle qu'on nous l'octroie n'est pas la bonne indépendance. Mais les gens s'asseyent dans les plateaux de télévision, ici, ils disent que, oh non, on avait l'indépendance en 60, pourquoi on a continué la lutte armée? Ils sont plus intelligents qu'au sein d'Afana. Je vous rappelle qu'à ce moment, au sein d'Afana avait un doctorat en sciences économiques. Et on le tue maintenant après l'indépendance. Parce qu'il savait que, et tout économiste qu'il était, un rare, un échantillon rare à cette époque, tout économiste qu'il était, il savait que tel que nous sommes en train de prospérer là, on n'ira pas loin. Aujourd'hui, on se pose la question. Pourquoi on a eu l'impression qu'on n'a pas beaucoup cité, lorsqu'on évoque les panafricanistes de la première heure, justement, tous ces leaders UPCistes?
ils ont semblé être écartés des livres d'histoire. Lorsqu'on parle panafricanisme, on parle de Kwame Nkrumah, on parle des autres, mais pas beaucoup des UPCistes. Mais parce que les gens ailleurs, mais puisque ceux qui sont là, les trois de l'AES, chaque fois qu'ils prennent la parole, ils parlent de l'UPC. Ils parlent de l'UPC. Ils parlent. Donc ils parlent de leur... Il y a même des avenues de collège. Ici au Cameroun, ça a été quelque chose qu'on ne comprend pas. Bon, et puis on est parti même jusqu'à faire la stigmatisation de certaines tribus parce qu'elles étaient à l'union des populations du Cameroun. Il faut se dire la vérité et c'est ça qui ne peut pas marcher. Mais vous dites aujourd'hui, si on est encore, les gens aiment toujours dire ce n'est pas la vraie UPC, ce n'est pas comme ça. Mais c'est pas facile quand vous n'êtes pas quelque part. Quand vous n'êtes pas quelque part et vous ne subissez pas ce que nous subissons, vous pouvez subir le fait que 2000 personnes vous votent et après on vient, on nomme une autre personne. Vous pouvez subir ça. Et ça, c'est des choses que vraiment, il faut être courageux pour continuer à être là. Et quand vous voyez ce qui se passe, et que vous... Mais il faut quand même au moins... Il y a quand même au niveau des réseaux sociaux, il faut au moins lire ce que les Océans avaient dans leur esprit. Les gens ne veulent même pas lire ça. Ils lisent plutôt les Kwame Nkrumah et les gens d'ailleurs. Merci, Baguel Nkot. Simon Messengue, les questions idéologiques sont véritablement au cœur des réflexions. On a l'impression, lorsque l'on observe la galaxie politique au sein du continent, au Cameroun, au Mali, au Burkina, Sankara parlait, le président Oufouette, le doyen, il parlait. Au Cameroun, Paul Biya a écrit le libéralisme communautaire. Mais on a l'impression que les questions idéologiques sur la scène politique semblent être reléguées à des aspects mineurs. Elles sont périphériques. Aujourd'hui, c'est la réelle politique qui prime. On a oublié l'idéologie, l'ancrage sur lequel on devrait marcher pour faire avancer le pays. Non, je pense qu'il y a aussi une faible culture politique de beaucoup de personnes. C'est peut-être ça qui fait que la plupart des personnes ne voient pas dans chaque parti politique son orientation idéologique. Moi, je crois que pour l'un des partis que je connais le mieux, c'est-à-dire le RDPC a une idéologie claire. Laquelle? Le libéralisme communautaire. Et ça se matérialise comment? Parce que c'est ça le problème. En réalité, dans la logique de gouvernance du RDPC, sur le plan politique, le libéralisme communautaire confère qu'on libère la pensée politique. C'est pour cela que, dès 1990, le Cameroun a acquis effectivement son indépendance politique. L'indépendance politique veut dire que c'est le peuple souverain qui décide de qui sont ceux qui doivent les représenter. Oui. Et donc aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai entendu sur ce plateau, le Cameroun est un État politiquement indépendant. C'est le peuple souverain qui décide de qui doit être président de la République. Personne d'autre. Les élus également, même chose. Donc, ça c'est la première des choses. Vous avez sur le plan économique, pour le cas du libéralisme communautaire, il y a pour résoudre un certain nombre de problèmes, notamment les questions de chômage et autres, on a plutôt permis que l'État ne soit plus le Léviathan, c'est-à-dire celui-là qui fait tout, il fait les richesses, ainsi de suite, mais celui-là qui est devenu le régulateur au profit du privé. Donc, le libéralisme communautaire fait, met en prééminence le privé. Et vous avez donc vu, quand vous regardez l'architecture budgétaire du Cameroun, depuis 1987, parce que cet idéal, cette vision a pris corps en 1987 avec le livre programmatique dont vous venez de citer, qu'on appelle pour le libéralisme communautaire, effectivement, dont l'auteur est Paul Biya, qui est président du Cameroun. Vous allez vous rendre compte que dans l'architecture budgétaire, les impôts et la douane font pratiquement 70% du budget. Nous avons parlé du Gabon tout à l'heure, on vous disait que le pétrole c'est 85% du budget. Et combien pour les impôts? Donc, les impôts c'est 55%, la douane c'est pratiquement dans les 17%. C'est beaucoup de pression fiscale. Non, justement la pression fiscale du Cameroun est de 14%, en deçà de la moyenne de l'Afrique. Lorsqu'il y a une telle prééminence des impôts dans une aide budgétaire, non, pas. Comment vous parlez de, effectivement, pourquoi les impôts? Parce que justement, vous avez pratiquement plus de 209 000 entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises, qui sont, je parle de celles qui
qui contribuent au fisc. Hein. Je ne parle pas de celles qui sont informelles. Donc, vous voyez donc qu'on a donc libéré l'ingénierie du peuple pour que l'État soit le régulateur. Oui. Donc, ça c'est sur le plan économique. Sur le plan social, oui, il était question de continuer on appelle ça comment, à continuer je ne peux pas dire justifier, mais de promouvoir justement la justice sociale. Oui. Promouvoir la justice sociale, de continuer à étendre l'éducation. C'est pour ça que vous avez vu que entre 1987 et pratiquement 2023, on est pratiquement à dans chaque village, vous trouvez une école primaire, à chaque arrondissement. À ce niveau, restons sur le social, et qui peut s'embrayer à la gouvernance. Beaucoup estiment qu'en termes d'idéologie et de vision, le président architecte du RDPC aura quasiment à bien des égards prêché dans le désert, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de scandales qui ont émaillé la vie managériale qui est celle du RDPC. Il y a eu aussi, concernant les libertés, parfois des écueils qui ont amené à ce que justement le système gouvernant fasse la une pour de mauvaises raisons. Vous savez, dans tous les pays, il y a des scandales. Ça arrive dans la gestion qu'il y ait des scandales, il y a ces systèmes, mais ça n'entrave pas à l'objectif qu'on veut atteindre. Je parle en cas de figure. Quand en 1982, vous avez le taux d'alphabétisation qui est de l'ordre de peut-être 32 ou 33%, oui, et que vous retrouvez en 2022 à 78%, que vous avez 47 ans d'espérance de vie, et que en 2022 vous avez 63 ans d'espérance de vie, oui, vous allez vous rendre compte que il y a eu de ces raisons. Et comme on est en Afrique, tout à côté de nous, ce n'est pas les mêmes standards. Non, je parle en cas de figure. Si vous voulez comprendre, on parle. Non, si vous voulez, on parle. Non, je suis sérieux. Moi, je vous apporte des éléments. Vous pouvez m'apporter les éléments contraires. Moi, je débat pas. Non, justement, c'est pour dire que chaque parti politique, et c'est même pour cela que chaque fois qu'il y a élection, le parti politique apporte un programme de société. Oui. Et moi, si je suis journaliste, quand je regarde le programme de société du RDPC, il faut bien que je questionne cela sur ce qui va me permettre d'évoluer. Je crois que c'est ça le problème. Donc, il faut bien que nous, les leaders politiques, ou du moins ceux qui sont les leaders politiques, continuent à éduquer les populations de telle sorte que ces populations-là sache bien connaître le programme de société qui les sied le mieux. C'est ça que l'Afrique a besoin. Merci Simon Messengue. Jean-Maurice Mbok, les questions d'idéologie, nous sommes à quelques jours, quelques mois de la présidentielle au Cameroun, quelques jours, quelques mois présidentielle en Côte d'Ivoire, un an ou alors quelques mois de la présidentielle en Centrafrique. On a l'impression que les questions politiciennes semblent prendre le pas sur les questions idéologiques. Alors, sur le plateau, il y a ce débat. Est-ce qu'on peut être socialiste sans être libre? Paul Stéphane s'interrogeait. Est-ce que ces idéologies-là, qui ont parfois été imposées via des syndicats, via des organisations au peuple africain, est-ce qu'elles correspondent même aux réalités qui sont les nôtres? Est-ce qu'on peut être un centriste ou alors de la droite ou de la gauche, que sais-je encore, lorsqu'on n'est même pas sûr d'avoir son autonomie ou alors sa souveraineté sur son territoire, sur sa monnaie, sur sa politique? Est-ce qu'on peut être idéologiquement formé en étant encore dans les chaînes du néocolonialisme? Alors, moi je pense qu'en attendant les états généraux de la démocratie en Afrique, si jamais nos leaders décident de le faire, en attendant les états généraux, il faut peut-être se réorganiser et se parler avec beaucoup de franchise. L'idéologie doit être la suprastructure. La suprastructure, comme Paul Stéphane le disait si bien, qui a pour ambition permanente d'atteindre la totale et la pleine indépendance des États. Oui. Maintenant qu'on a la suprastructure, qui est l'idéologie, on a donc les programmes politiques. Et dans les programmes politiques, c'est là que chaque homme politique vient avec un projet, oui, pour dire, puisque nous voulons atteindre l'indépendance dans l'éducation par exemple, parce que l'indépendance dans l'éducation, ce n'est pas multiplier les écoles. L'indépendance dans l'éducation, c'est maîtriser son système éducatif. Oui. C'est décider sur comment il va se mettre sur pied. C'est décider les objectifs qu'on va atteindre avec le programme des contenus. Alors, est-ce que nous décidons de ces contenus aujourd'hui? Simon Messengue pourra répondre. Mais c'est pour dire que ce n'est que la suprastructure
qui peut organiser toutes ces différentes questions sociales de manière à ce que, quand on sait qu'on veut atteindre la pleine indépendance démocratique, oui, je lui concède, économique, politique et autres, je lui concède, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ça, il faut savoir reconnaître ce qui est bien fait. Seulement, si on n'intègre pas le principe de la superstructure, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Paul Stéphane parce qu'il a bien précisé que peu importe votre bord politique, vous devez être arrimé à la suprastructure. Parce que la suprastructure est l'objectif que nous voulons atteindre et l'héritage que nous laissons à nos enfants. Mais si on est centriste, de gauche, même si on est enlèviste, comme l'UPC, même si on est enlèviste, de droite, Stéphane, libéral comme le LPC, où est-ce qu'on se rejoint? J'ai dit l'objectif. Même si on veut libérer le pays, Simon Messengue, LPC, lui pense qu'il faut, ouvrir le pays au marché international, il faut développer le pays, n'a pas à être libéré, il faut le développer. Même si on est enlèviste, ou je sais pas moi, trouvez-moi tous les termes que vous voulez trouver, la réalité est que quand vous avez compris l'idéologie dans laquelle vous fonctionnez en tant qu'État, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des programmes politiques fantaisistes ou d'avoir des bords qui ne représentent rien. Parce que quand il y a une idéologie, vous avez un programme, vous l'expliquez, vous le détaillez. Les idéologies qui ont pignon sur rue dans notre pays sont encore, en fait, sont à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres. C'est pour ça que je commence par dire que le problème est mal posé par les hommes politiques et il doit être reposé. Comme Paul Stéphane a bien expliqué. Dans l'école de l'UPC, nous sommes en 48. Oui. Le pays est quasiment sous coupole de la métropole. C'est une colonie. Oui. 48, c'est une colonie. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Un territoire sous tutelle internationale. Merci pour la précision. Aujourd'hui, des années plus tard, nous sommes en 2025, mais le logiciel n'a pas changé. Est-ce que l'âme immortelle, l'UPC, ou alors le RDPC et bien tous les autres, est-ce qu'il n'est pas temps justement de reconstruire nos idéologies? Est-ce que les problèmes de 48 sont les problèmes de 2025 lorsque l'on veut penser le développement du pays? Revenons à ce que Paul Stéphane a dit. Chaque idéologie est fille de son temps. Oui, il l'a dit. Il a dit. C'est-à-dire que tout est bien dit et je ne m'appuie que sur ce qu'il a dit pour évoluer. Parce que quand c'est, moi je suis de ceux qui pensent que quand c'est bien dit, quand c'est bien fait, il faut s'appuyer dessus. Oui. Il a bien planté le décor. Je dis donc. Ça veut dire qu'on peut contester celle de l'UPC? Non, on ne conteste pas. Ou alors, non. Les référentiels. Allons-y, Jean-Marie Mbok. Oui. Le FG sur le plateau estime que le pays n'est pas encore libre. Et que le combat qui est celui des pères fondateurs est d'actualité. Il y a toujours le franc CFA, il y a les questions de souveraineté, il y a des questions sur justement le positionnement international avec cette prédominance des partenaires et autres colons d'hier. Est-ce qu'il faut rester sur le même logiciel alors que nous sommes en quasi-mondialisation et que l'on voit avec l'ARS qu'on peut arracher de façon même brutale sa souveraineté? C'est pour ça que j'ai parlé de rupture. Si le mot idéologie semble compliqué, prenons l'idéal. Quel est l'idéal pour le développement du Cameroun? On s'inspire donc de ce que les anciens ont fait. Oui. Voilà ce que l'UPC a posé comme problème. Voilà pour le communautaire qui est placé. Oui. On prend tout ce que les autres partis politiques ont proposé et de manière concertée, on construit une idéologie. L'idéologie doit être la suprastructure. Comment est-ce que l'Assemblée des libéraux démocrates comme les RDPCistes et les nationalistes souverainistes comme ceux de l'UPC? C'est la rupture. Et dans la rupture, c'est que j'insiste en rappelant que tous les hommes politiques vont se loger dans les programmes et non dans l'idéologie. Si vous ne faites pas cette rupture, c'est là qu'il y aura tout le temps des problèmes. Parce que tout le monde voudra prendre son projet et en faire une idéologie. Mais un projet... Comment c'est l'idéologie et se référer au programme? Très bien. Non, pas du tout. C'est-à-dire que Stéphane, votre question est très claire. Et je reviens à ce que Paul Stéphane a dit. L'idéologie de l'Afrique aujourd'hui, c'est la totale et pleine indépendance des États. Voilà notre idéologie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, dans le fonctionnement des États, on prend secteur par secteur. Est-ce que nous sommes indépendants dans l'éducation? Oui, comment? Non, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est donc là que les programmes interviennent. Oui. Les programmes interviennent après qu'on ait planté le décor. Et le décor qu'on plante, c'est que voilà l'objectif qu'on veut atteindre.
c'est qu'on puisse se développer, et l'UPC, elle a dit, par nos moyens, par nos intelligences, par nos ressources, par nos capacités. Quelles sont les richesses donc qu'on a? Comment on les rend, en fait, comment on peut aujourd'hui les vendre, les commercialiser de manière à ce que nous puissions avoir les pleins dividendes de ces richesses. Oui. Voilà comment ça s'organise. Ça fait donc que quand les hommes politiques viennent trouver une idéologie qui est tracée, votre programme rentre dans l'idéologie qui ne va plus rester une vue de l'esprit. Ça va être quelque chose qui est factuel. Pour atteindre l'indépendance économique, il faudra faire ci, ça et ça. Et les différents experts, je l'ai appelé la dernière fois les pères fondateurs, les experts qui sont garants du suivi de l'idéologie vont donc évaluer et dire ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Et on est tout le temps en consultation parce qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. C'est là l'erreur de l'Afrique. C'est que nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Tout est à refaire et il faut bien faire les choses. Je n'ai pas dit que rien n'est fait. Je dis tout est à refaire et il faut bien faire les choses. Et pour bien faire les choses, arrêtons le cinéma des grands axes de nos partis politiques, reconstruisons notre idéologie, notre idéal, c'est ce que l'AS présente, et après avoir mis l'idéal. On vient donc dans le projet du RDPC, donc là, c'est devenu un modèle. Oh bon, écoutez, ça c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui j'assume ce que j'ai dit. Pour le panafricanisme, j'assume. Pour le panafricanisme, l'AS est un modèle parce que c'est la rupture. Et si vous, les Africains, ne voulez pas l'intégrer... Le panafricanisme ne faisait pas les coups d'État. Oh, à cette époque, merci. À cette époque, il n'était pas question d'État. Merci. Timothée Somba, on est là dans un débat qu'on voudrait pragmatique, mais qui pour l'instant reste ancré sur les idées sur lesquelles beaucoup peinent à se rejoindre. Le docteur Mbok prône un mélange des genres. Je lui posais la question. Comment est-ce qu'on mélange justement le fédéralisme communautaire pour le libéralisme communautaire, le nationalisme souverainiste? Comment est-ce qu'on fait ce dosage-là pour que justement la mixture qui pourrait en découler puisse être celle-là qui fait avancer le continent? Stéphane, quelqu'un a dit l'Afrique noire est mal partie. Sur cet aspect, il avait raison. Oh. Pourquoi ces gens nous ont donné le pluralisme, les partis politiques avec les idéologies? C'était pour nous diviser. C'était pour qu'il y ait les nationalistes souverainistes, les sociaux libéraux ou démocrates libéraux et les idéalistes. Idéologie, machin, tout ça, excusez-moi, je n'y crois pas. Ça sont des conneries occidentales. Mais on a quand même un combat, celui de l'UPC, qui existe depuis 1948, qui est actuel. C'est un faux combat, la preuve. Oh là, l'UPC après rien. Timothée Somba, il y a quand même un vécu. C'est un faux combat. Qu'est devenu l'UPC? Elle existe. Après, rien. Rien. Rien comment? L'UPC, c'est fini. Comment ça fini? Qu'est-ce que vaut l'UPC aujourd'hui? On ne va pas s'interroger sur les causes. Ça ne vaut pas la peine de m'appeler dans les plats. Non, docteur Balguet. Non. Si vous prenez mes propos, ça ne vaut pas la peine de si vous prenez mes propos au pied de la lettre. Parce que les gens sont morts. Moi, je suis né dans un camp de concentration. Non, c'est cette ancienne qui cause la mort de l'UPC. Si vous voulez, la liberté d'opinion, n'aime pas ça. Qui est sanctifié par la constitution du Cameroun, me rend fait de... Je suis une masse de pensée autonome, libre de mes propos, libre de mes opinions, pas des insultes. Libre. Je n'ai insulté personne. C'est un fait. L'UPC est un parti. Attention, c'est pas. Je ne fais pas le procès de l'UPC. Justement, Timothée Somba, on peut évoquer d'autres formations, d'autres partis politiques, d'autres modèles de pensée. On a évoqué l'UPC, on pourrait parler du NDPC, on pourrait parler même du SDF, qui est aussi un Camerounais qui vient dans un plateau dire que l'UPC n'est rien. Ça veut dire quoi? On va comprendre. On a souvent dit que le NDPC n'est rien. Timothée Somba, est-ce qu'on peut construire donc justement une vie politique, un développement avec autant de contradictions, puisque vous
vous semblez ne pas avoir cette vision et qu'on peut justement, est-ce qu'on peut avancer avec autant de contradictions idéologiques? L'enfermement dans les carcans partisans est la principale perte de l'Afrique. Aujourd'hui, pourquoi l'AES tend à s'ériger en modèle? Pourquoi l'AES tend à susciter de l'admiration? Parce que là-bas, ils ont suspendu la démocratie. Il n'y a pas de parti politique là-bas. Au Burkina Faso, il a fait. Il a dit, ça, on met ça de côté. Lorsque je dis que l'UPC aujourd'hui n'est rien, je n'insulte pas le travail que l'UPC a eu à battre. Mais il ne faudrait pas que on reste dans des fantasmes du passé qui ne nous parlent plus. Les partis politiques, je n'y crois pas. Vos affaires d'idéologie, je n'y crois pas. Vous croyez à Est-ce qu'il y a des partis politiques en Chine? Oui, il y a un parti communiste. Il y a un parti qui est pour tout le monde. Et la Chine aujourd'hui, première puissance mondiale. Oui. Donc, vos affaires d'idéologie, je crois en une seule idéologie. C'est le développement. Oui. Que moi, je vais qualifier de développementalisme. Alors, qui structuré par on qui? n'a pas besoin qu'il soit structuré par une personne. Oh là là, mais on doit, c'est vous l'idéaliste. Non, il faut bien un véhicule pour porter justement un idéal. C'est pour ça que je parle de suprastructure. Porté par qui? L'économiste. Un appareil. Il faut un appareil. L'appareil existe déjà. C'est qui l'appareil? Peut-être que c'est ça. Vous avez religieusement écouté. Vous voulez me faire dire ce que je ne pense pas. Et vous voulez comprendre pourquoi. Oui, mais mes propos, quand vous dites suprastructure, Vous voyez que la structure existe. La suprastructure dans un État s'appelle le gouvernement. L'État, c'est quoi? Gouvernement, territoire, population. Gouvernement est constitué de qui? Des dirigeants, donc ce sont que les guides. Nous les choisissons pour qu'ils pensent à notre place. C'est tout. On n'a plus besoin d'une autre suprastructure à côté de cela. Oui. Mais chaque Africain aujourd'hui, parce que nous sommes à la traîne, l'Afrique a la traîne, comparé aux autres continents, chaque Africain doit se lever le matin en disant, qu'est-ce que je peux faire pour que l'Afrique se développe? Et ça commence comment? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon quartier? Après mon quartier, ce sera 2 ou 3 quartiers, et ainsi de suite. Et lorsque je serai ministre, tant que l'idée de développer l'Afrique guide mon esprit, je n'ai pas besoin d'être du PCRN, de l'UPC, de je ne sais pas quoi, du RDPC. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin de penser à bien me comporter pour ériger mon continent. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin d'un parti politique pour le faire? Non. Quand vous parlez d'idéologie, si je prends le cas de la France aujourd'hui, quelle est l'idéologie de Macron? C'est justement un homme hybride. Voilà. Quelle est l'idéologie de Marine Le Pen? Mais elle est extrémiste. Là, Elle a un marqueur. Non, elle a échioné l'idéologie extrémiste de son père. Elle a gazifié l'idéologie de son père. C'est devenu, tu vois, nous le savons très bien. Quoi? Aujourd'hui, il faut que l'Afrique se regarde dans le miroir et qu'on commence à tamiser tout ce que nous avons ingurgité de la colonisation. Merci. Le président Paul Biya a bien dit qu'il a œuvré à décoloniser les mentalités. Comment est-ce qu'on décolonise les mentalités? C'est un, en faisant que les gens travaillent. C'est deux, en protégeant le sous-sol. Je vais faire une révélation sur ce plateau. Le Cameroun n'a jamais exploité 1 litre de pétrole de son sous-sol. Jusqu'à présent, le pétrole que le Cameroun exploite, c'est le pétrole en offshore. Ça veut dire, c'est de penser aux générations. Ça veut dire que le président Paul Biya a pensé aux générations futures. Merci, Timothée. Donc, je vais revenir vers vous. Lorsque vous voulez nous enfermer dans des affaires de partis politiques, de ces dangereux carcans qui divisent le Cameroun, qui divisent l'Afrique, moi je prends du recul et je vous dis, continuez avec cette affaire de partis politiques, ça ne nous aide pas. Merci Timothée et Somba. On va essayer de faire baisser la température. Alors, docteur Balaguel, le souci ici, c'est une question qui peut se poser. Lorsqu'on va justement vers l'émancipation et le développement de l'Afrique, est-ce que vous avez l'impression, vous en tant que leader politique, qu'il y a eu vraiment ce travail de construction d'une idéologie? Est-ce qu'il y a eu ce travail permanent commencé par les pères fondateurs de l'UPC qui ont amené à ce que vous soyez intégré dans la danse?
Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez suivi le travail de formation des masses pour qu'on n'en arrive pas à avoir des Camerounais ou des Africains qui estiment que telle formation politique n'est rien, alors que vous, qui connaissez le prix que vous avez payé dans la chair, vous estimez que vous devez avoir quand même votre mot à dire par rapport au sacrifice émis ou alors au sacrifice subi par les pères fondateurs? Je voudrais d'abord dire que je crois que la Chine a plus de 7 partis politiques. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas un seul parti politique en Chine. Il y a plusieurs. Il faut savoir ça. Donc, le parti dominant, c'est celui qui est au pouvoir. Parti communiste, oui. Avec 80 millions d'adhérents. Vous posez bien la question. J'ai dit au départ, aujourd'hui, que la politique, c'est quoi? C'est le développement. Et tout ce qu'on fait là, c'est pour apporter les solutions. Parce que quand vous dites une idéologie, c'est pour apporter les solutions aux problèmes du Cameroun. Et l'idéologie, c'est l'approche que vous prenez pour apporter ces solutions. Et j'ai dit, et je le répète, que les gens, on peut dire que le nationalisme, ça veut dire que oui, nous apportons les solutions par nous-mêmes. Oui. C'est ça que ça veut dire, c'est aussi simple que ça. Donc on n'est pas venu ici dans un plateau. À ce niveau, le monsieur du LDPC, il a présenté de façon sibylline l'approche, la leur sur des segments de vie bien appropriés, sur le plan économique. Est-ce que sur le plan économique, vous rejoignez son approche, par exemple? Écoutez, à ce moment, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Oui. On a même été alliés avec le RDPC et tout ça. Mais ce qui importe, et vous voyez ce plateau, c'est l'arrogance administrative, l'arrogance politique. C'est ça qui fait qu'on ne peut même pas. C'est parce qu'il dit là que c'est les partis politiques. Le problème, c'est que quand quelqu'un est au pouvoir, il prend une arrogance qui fait qu'en réalité, il n'y a pas d'humilité politique. Qui fait que tu écoutes au moins les autres. Ce n'est pas le fait des partis politiques. C'est bien dit. Même dans le christianisme, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a tout ça. Les gens, ils ont le même objectif. Oui. Mais le problème ici, c'est qu'en réalité, évidemment, c'est pour ça que l'UPC est l'Union des populations. On peut travailler ensemble. Oui. Sur le plan économique. Sur le plan économique, sur le plan social, même apporter mais à un certain moment, on peut se dire que non, l'approche que tel amène là, Zumba amène là, elle est bonne pour. Et c'est que le CEPAL amène là, c'est bien. Mais de manière générale, l'autre, il a vu plus que nous. Parce que dans l'histoire, il a une expérience. C'est comme ça qu'on gère un pays. Vous ne pouvez pas dire que vous et moi, nous sommes des égaux. Mais je suis plus vieux que vous. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup plus que vous. Et c'est ça le vrai problème. Et ça, quand vous aurez mon âge, vous aurez plus d'expérience que ce que vous êtes là actuellement. Tout à fait. Ne croyez pas que ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est pas ce que vous êtes là maintenant. Et il faut comprendre ça. Il ne faut pas aller venir dans un plateau et ne pas croire que l'histoire ne nous pousse pas vers le futur. Et donc, c'est que je voudrais dire, vous revenez toujours aujourd'hui pour dire que est-ce que nous sommes en train de suivre ce que les pères fondateurs, c'est le débat. C'est le débat. Mais dans quel environnement? Dans quel contexte politique? Les pères fondateurs, c'est eux qui ont créé la République. Parce que pour aller, je vais vous dire, pour aller à la réunification, il fallait que quelqu'un pose des problèmes de la réunification. Vous n'étiez pas ici quand j'ai dit ça. J'ai dit que c'est l'UPC qui a posé le problème de réunification. On aurait laissé ça, qu'il n'y aurait pas un pays bilingue aujourd'hui au Cameroun. Parce que les gens qui sont ici, vous savez qu'ils étaient déjà des ministres, qui sont venus ici, ils étaient déjà des ministres au Nigeria. On les laissait, ça restait comme ça, et on serait dans un Cameroun oriental tel qu'il était à cette époque-là. Mais le fait que les gens sont allés aux Nations Unies dire qu'il nous faut nous réunir comme premier point, la réunification, le deuxième point, un conseil de gouvernement, et le troisième point, c'était l'indépendance. C'était le troisième point. Et donc, c'est les gens là qui font que nous soyons comme nous sommes là. C'est eux les pères fondateurs. C'est eux les pères fondateurs. Merci, docteur. Et c'est ça. Donc, non, je voudrais vous répondre, parce que vous dites que, est-ce que nous suivons ça? Et je vais vous dire dans quel contexte. Et c'est ça notre problème. Parce que les gens ne vous laissent même pas vous exprimer. Oui. Et les gens, ils croient qu'ils savent tout. Est-ce que le sacrifice de le vôtre est assez reconnu? Que non.
que non, parce que quand les gens sont arrogants, parce qu'ils bénéficient des décrets, quand les gens sont arrogants, parce que c'est qu'ils gèrent le pays, ils ne vous considèrent pas. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, on s'arrête et on dit qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Merci, merci. Paul Stéphane est là, obligé, le politologue doit réagir. Les concepts politiques, les idéologies, est-ce que, moi je vais poser la question, est-ce que les Africains, au sortir des indépendances, ou alors avant les indépendances, est-ce qu'on était prêts à tout ça? On aurait pu faire comme on faisait, avec un roi notable, et le pays aurait décollé. C'est avec les rois et les notables qu'on a eu les plus grands empires d'Afrique. Mais c'est pour cela qu'on a dit l'union des populations. Avec toutes les populations. Je veux simplement dire que vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Oui. Idéologie, peu importe le nom que vous donnez. Mais dans un État, on a une seule vision. Ça. On parle de la France ici. Que vous soyez de gauche, de droite, vous êtes gaulliste. Oui, le créateur de la 5e République. Gaulliste. Il faut dire ça aux gens. Peu importe ce que vous allez faire, tout le monde. Vous n'allez pas vous éloigner. C'est la matrice. C'est la matrice. Voilà. Et j'ai envie de dire que... Et à ce niveau, Paul Stéphane, c'est très bien, la précision est bonne. Au Cameroun, on se réfère donc à qui? Au nationalisme. À Oumbiobert? Point. Au nationalisme que les pères fondateurs de la République du Cameroun ont posé. Oumniobe, Osende Afana, Moumié et j'en passe. Et à partir de ça, vous déclinez des programmes politiques. Oui, tout simplement. Je dis bien à partir de ça, vous déclinez des programmes politiques qui vont vous permettre... À partir de la vision de Oumniobe, simplement, vous déclinez des programmes. C'est pour ça que l'UPC même va décliner un programme politique à partir justement de cette idéologie-là. Qui est quoi? Première chose, la réunification du Cameroun dans son programme politique. Je dis bien première chose. Deuxième chose, indépendance du Cameroun. Troisième chose, rehausser le standard de vie des Camerounais. Voilà les 3 points clés du programme. Et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que les points que je viens de citer ne sont pas d'actualité? Ils sont d'actualité. On a un problème de réunification. C'est pour ça qu'il y a la crise du Nozo. Oui. On a un problème d'indépendance parce qu'on utilise la monnaie des gens. On n'utilise pas notre monnaie. L'éducation des gens. On utilise l'éducation des gens. On importe les cul-dents. C'est en train de changer. C'est en train de changer. On importe du macéro. On importe du riz. Et comme matin vous dit que on a importé le riz en 2024 pour 320 milliards. Ça veut dire que le problème reste d'actualité. Et maintenant, permettez-moi de chuter. Allez-y, une chose très intéressante. Et maintenant, pour rehausser le standard de vie des Camerounais, il ne faut pas importer. C'est ça. Vous ne pouvez pas rehausser le standard de vie des Camerounais en important. D'où le nationalisme. Oui. Parce que quand on est nationaliste, on n'importe pas. Je ne sais pas, on importe très peu. On limite les importations. Et je sors avec une anecdote. Allez-y. J'ai lu écrit sous Maki de Ruben Oumniobe. En 1949 déjà, il envisage un partenariat avec la Chine qui a 475 millions d'habitants. Et le partenariat, ce n'est pas pour importer, c'est pour exporter. Parce qu'il dit que la Chine, avec 475 millions d'habitants, est un gros marché pour le Cameroun en termes de production. C'est pour vous dire que on doit simplement, et moi je le dis souvent, il faut imiter, il faut prendre quand quelque chose est bien et que ça a fonctionné. Allez simplement copier, vous appliquer. Tous les partis politiques, et c'est pour ça que je l'ai dit à mon début du propos, doivent avoir pour idéologie le nationalisme, c'est-à-dire la libération du Cameroun par les Camerounais. Et à partir de là, ils déclinent leur programme. Vous voyez qu'il n'y a pas de place pour le socialisme progressiste. Je ne sais pas trop quoi. Merci. Bon, Simon Messengue, en un mot. Comment ça en un mot? Oui, en un mot, puisque nous avons les impératifs des termes. Oui, nous avons les impératifs des termes. Et je vais dire, en un mot, je vais vous donner la parole pour justement vous poser la question de savoir, est-ce que, à ce niveau-là, est-ce que, comme cela est envisagé, que les pères fondateurs ont donné justement la vision, est-ce qu'il ne serait pas opportun pour tous, au pouvoir ou pas, d'opposition ou alors de majorité,
de s'allier derrière cette vision qui permettrait à ce que, s'il est entendu que les problèmes que les pères fondateurs ont posés il y a près de 70 ans sont toujours d'actualité aujourd'hui, une vision qui permettrait à ce que l'Afrique, et en l'occurrence le Cameroun, puisse développer. Simon Messenguer, en 3 minutes, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit sérieux avec certaines choses. Le premier père fondateur du Cameroun, c'est Amadou Ahidjo. C'est lui qui a négocié l'indépendance de la partie orientale qui est père fondateur et qui a réunifié la partie occidentale. L'idée venait de lui. Excusez-moi, je suis dans les faits. Je ne suis pas dans les... Non, je pose une question. Je suis pas dans les fantasmes. Aidez-moi à mieux comprendre. Je suis dans les faits. L'idée venait de qui? Je suis dans les faits. Je suis en train de dire ceci. Amadou Ahidjo n'a jamais... Soyez complet dans ce que vous dites. C'est le même Camerounais. Qui a posé le problème? Vous parlez de poser le problème. Vous pouvez me prouver que quelqu'un a posé le problème plus que qui? Je suis en train de vous dire ceci. C'est lui qui a négocié l'indépendance de la partie orientale du Cameroun, c'est Amadou Ahidjo. Je vous prends avec c'est lui qui a, le 11 février, le 11 février, les gens nous parlent du Cameroun, ils parlent d'un autre Cameroun. Le 11 février, qui est une date tragique pour le Cameroun, parce qu'une partie du Cameroun est allée au Nigeria, le nord du Cameroun. Cette réunification, ce référendum est organisé sous Amadou Ahidjo. Oui. Alors, vous voulez connaître l'histoire du Cameroun? Messieurs, ce sont les fantasmes, n'est-ce pas? Ce sont les fantasmes, mais restons dans les faits. Simon, s'il vous plaît, je refuse. Écoutez, nous sommes sur Oulu Africa et c'est une émission qui a, comme le dit, l'histoire. Nous ne trouvons pas l'histoire. S'il vous plaît, permettez que je m'exprime. Je suis quand même modérateur et ce qui est dit sur ce plateau m'engage au premier plan. Et oui, c'est ça qui va vous engager. S'il vous plaît, je dis ceci. Il ne faudrait pas qu'il y ait justement ces polémiques qui ont eu à émailler l'opinion il y a quelques temps. Nous voulons avancer vers une dynamique de développement de notre pays. Il faudrait que tous les acteurs de notre pays, au même titre, soient à la même enseigne. Il ne faudrait pas que vous donniez l'impression qu'un a le monopole et que l'autre n'en a pas. Justement, je voudrais qu'on reste... C'est vous qui restez, parce que j'aime laisser les uns les autres parler. Oui. Je vais se laisser parler. Allez-y. Je vous apporte des éléments de preuve. Je ne suis pas dans les bouffes. Qui peuvent être contestés. Vous le contestez sur la base des preuves également. Parce qu'il ne faut pas me dire le discours est tel. Je peux écrire un discours. Qu'est-ce que le discours a valeur? Est-ce que le discours a valeur juridique à côté d'une signature d'un État qui en date du Cameroun? Bon Dieu. C'est Amadou Ahidjo qui négocie l'indépendance et qui devient le premier président de la partie orientale. C'est également lui qui négocie le rapprochement entre le Sud Cameroun, le Cameroun et la partie orientale. Et c'est lui qui devient le président du Cameroun actuel, le premier président du Cameroun actuel. Et ça vient sur un plateau aussi important comme celui-ci. Nous dire que, parce qu'il y a eu le discours, parce qu'il y a eu ceci, ainsi de suite, c'est ça qu'on veut le dire au Cameroun. Bon Dieu. Merci. Donc c'est la première des choses. Deuxième des choses, quel est le pays qui est indépendant? On parle de l'interdépendance dans le monde aujourd'hui. Tous les pays commercent les uns les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Les États-Unis, premier réserve mondiale de pétrole, n'importe pas le pétrole. L'Union européenne a une monnaie unique. C'est peut-être 27 hectares. Alors, que les uns et les autres restent, ils vont rester dans le colonialisme, qui reste là-dedans. Les pays comme le Cameroun aujourd'hui fonctionnent en interaction avec le Conseil des Nations. Et c'est à ça que sert une idéologie. Dans un contexte mondial comme celui-ci, quelle est l'approche, la meilleure approche du Cameroun pour évoluer et atteindre le bien-être des populations? Merci. Et c'est à cela que les partis comme le RDPC ont choisi une idéologie et un programme politique qui est pratique, qui ne reste pas dans les cours, les cours magistraux des universités. Merci Simon Messenguer. On va justement, nous avons à terme, soyez rassurés. Nous avons une personnalité. Je vais parler très vite. Oui. Nous aurions souhaité conclure par... On va conclure par lui. Moi, je vais parler très vite. En 1 minute alors. Il faut, dans un État comme le Cameroun,
Et c'est une supplication que je fais. Il faut beaucoup d'humilité à tous les Camerounais. Beaucoup d'humilité. Non, non, ils sont les super Camerounais. Moi je parle aux gens comme nous là. Parce que les gens qui ont souvent un langage un peu... Moi j'insiste là-dessus, soyons humbles, intégrons et les chefs Sawa qui ont payé le prix et nos frères du Grand Nord, les chefs, les imams et autres qui ont payé le prix, les Bassa qui ont payé le prix, les Bamileke qui ont payé le prix, les Béti qui ont payé le prix, les Chatangana, ainsi de suite. Ça, c'est le Cameroun. C'est tous les Camerounais qui ont participé à ce qu'on ait une idée comme celle de l'UPC qui est ressortie et qui a demandé l'indépendance et un ensemble de choses. Maintenant, dans le construit du Cameroun, on a eu un élu qui est M. Aïdjo, qui est venu défendre ce que tous les Camerounais ont souhaité avoir. Il faut donc aujourd'hui, si on veut évoluer sereinement, s'il vous plaît, qu'on intègre la réalisation, qu'on respecte tous les autres et qu'on évite de se prendre pour ceux qui sont au-dessus de tout le monde. Merci, merci Jean-Moïse Mbok. Je donne la parole au secrétaire général pour sortir. Merci Stéphane. Je voudrais tout simplement dire pour sortir que ce qui est blanc est blanc. Ce qui est noir est noir. On ne peut pas dire que votre chemise qui est blanche là est une chemise noire. L'histoire, on ne la trompe pas. Et ça nous aide à avancer ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Merci, merci. Timothée Somba, la réalisation, s'il vous plaît. 30 secondes. Oui, j'aimerais dire que lorsqu'on parle de gaullisme, le gaullisme tient parce que De Gaulle a dirigé la France. Si De Gaulle n'avait pas dirigé la France, il n'y aurait pas de gaullisme. Lorsqu'on parle de pères fondateurs aux États-Unis, c'est parce que les Washington, les Jefferson, c'est eux qui ont fondé les États. Vous ne pouvez pas prendre un parti politique rebelle dont les gens ont été condamnés pour de tels faits pour dire que ce sont les pères fondateurs. À cette époque, c'était ça. Pourquoi vous me coupez? Moi, ça me dérange. Moi, je suis dérangé. Je vous écoute religieusement. Je vous dis, vous avez dit, laissez-moi chuter sur ma vie. Le père fondateur du Cameroun, c'est Amadou Ahidjo. Vous l'avez dit, merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé un discours aux Nations Unies. S'il avait la qualité de père fondateur, le jour qu'il a prononcé ce discours devait être la date d'indépendance du Cameroun. Donc, il ne faut pas qu'on vienne sur des fantasmes. S'il vous plaît, je vous ai compris. Moi, je suis juriste. On va revenir justement à la précision qui est la vôtre. On va justement remercier ceux qui nous ont écrit. Ils sont par millions, par milliers. Vous aurez compris, on n'aura pas pu relayer les contributions qui étaient les vôtres. Je sais qu'il y en a eu beaucoup qui allaient dans un sens aussi, qui n'est pas celui qui est justement inhérent à Ouro Africa. Nous sommes dans le panafricanisme, les querelles internes des politiciens, c'est pas notre dada sur ce plateau. Sur ce, je vous renvoie à lundi prochain, lorsqu'il sera 21 h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir.